Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la leçon 17, je voudrais faire une petite correction de la leçon 16. Vous avez reçu un record de 12 oiseaux à identifier. Vous avez très bien répondu, sauf une petite difficulté sur le venturon montagnard, pour lequel je vais rajouter un petit montage pour bien vous montrer sa large barre à l'air, bordée de noir, qu'on ne trouve par exemple pas du tout chez le Serancini. Mais ça, c'est pour plus tard. Je voulais parler de l'oiseau 12. Beaucoup de gens ont trouvé, mais certains ont hésité, et c'est l'occasion de réexpliquer la méthode, comment appliquer correctement la méthode. Normalement, à ce stade, avec ce tout petit bec, vous ne devez pas hésiter une seconde. Cet oiseau est en passereau de type petite boule entre les guillemets, ou mi-insectivore, à savoir une mésange ou les oiseaux que nous avons apparentés pour leur ressemblance superficielle et non pas nécessairement leur proximité taxonomique, aux mésanges. Jusque-là, je pense que personne ne s'est trompé. Ensuite, il faut voir qu'elle a le menton clair. C'est quelque chose qui a été dit dans les leçons, et ce genre d'exercice permet de le rappeler, parce que c'est normal de ne pas se souvenir de tous les détails qui sont donnés à une leçon, mais après, quand on est face à son utilisation et qu'on a oublié, eh bien, faire une erreur permet de s'obliger à le rappeler. Pour le plaisir, je vais vous montrer quelques mésanges et vous montrer qu'elles ont toujours le menton noir. Regardez la mésange noire. Elle n'est pas toute noire, elle a la tête noire, mais elle a une bavette, une large bavette, quasiment en plastron noir. Regardez la mésange nonnette. Elle a vraiment la petite bavette classique des mésanges. Regardez la mésange charbonnière. Évidemment, ça va beaucoup plus loin que la bavette. Le noir descend sur le ventre. Il y a même des mésanges en Afrique qui sont toutes noires sur le corps. Mais, dans tous les cas, le menton est noir ou noirâtre. Idem pour la mésange bleue, évidemment. Et puis, je peux vous montrer des mésanges des îles Canaries, comme la mésange de Tenerife, ou la mésange de la Palma. Et regardez ici en Asie, dans l'Himalaya, il y a des mésanges à joues jaunes. Elle n'a pas raté sa petite bavette. Voici une mésange nord-américaine, la mésange de Gambel, qui a également sa bavette. Alors dans le monde, vous allez en trouver qui n'en ont pas. Mais en Europe, c'est certain, elles l'ont toutes. Donc, vous avez votre oiseau qui est du groupe des mésanges, les petites boules, comme on les a appelées, mais qui n'a pas le menton noir. Qu'est-ce qui reste? Il reste 3 oiseaux appartenant à 3 familles distinctes. L'Orite à longue queue, ex-mésange à longue queue, la rémise penduline, ex-mésange rémise, et la panure à moustache, ex-mésange à moustache, vous l'aurez compris. Alors, admettons qu'à ce stade, vous ayez un doute. Le principe est de cliquer sur la liste didactique. Sur cette liste, vous avez tous les oiseaux que nous avons étudiés jusque-là. Et vous allez voir les 3 oiseaux en question, tout simplement. Donc, nous avons la première ici, la rémise penduline. Vous pouvez l'ouvrir dans un nouvel onglet, c'est plus facile. On va ouvrir la panure et on va ouvrir l'orite. Alors, commençons par la rémise. Effectivement, elle n'a pas le menton noir. On a vu que notre oiseau, à la base, il a le bec orange et les lores noirs. Est-ce qu'on a des rémises qui ont le bec orange et les lores noirs? Non, elle a le bec gris et les lores sont clairs. Ici, les lores sont noirs, mais c'est tout le masque qui est noir et le bec n'est toujours pas orange. Ça n'a pas l'air d'être ça. La panure. La panure, ici, je vois un bec noir, mais on va regarder plus bas. Ici, elle a des moustaches, c'est le fameux mâle. Ah, ici, on a le bec orange et les lores noirs. On va voir l'orite à longue queue, son tout petit bec noir. Est-ce qu'elle a parfois le bec orange, ou clair au moins, parce que vous savez la couleur? Jamais. Mais bon, vous l'aviez déjà compris, c'est le même oiseau qu'ici. C'est un oiseau tout pâle devant, avec le bec orange et les lores noirs. C'est donc la panure à moustache. Voyez, c'est comme ça qu'il faut travailler. Les fiches sont là pour ça, la liste est là pour ça. Et évidemment, les exercices sont faits pour que vous puissiez voir au moins 1 ou 2 critères qui vous permettent d'aller jusqu'à l'identification. Cette leçon 17 porte sur les cygnes et les canards de surface. Alors, nous n'avons jamais donné de critères d'identification des cygnes, et pourtant, tout le monde a trouvé le cygne tuberculé, ici en jeune oiseau pourtant, facilement. Il y a des choses qui sont assez faciles,
ou intuitives pour lesquelles on n'a pas toujours besoin de tout expliquer. Exemple très concret, la majorité des gens, bien sûr parmi vous 100%, mais je parle des gens dans la rue, reconnaissent un pigeon d'une mouette. Et pourtant, regardez bien, ce n'est pas si facile de donner les détails exacts qui permettent de voir la différence. Est-ce que c'est la longueur des ailes? Est-ce que c'est la forme du bec? Vous voyez, il n'y a pas de critères directs. Vous voyez un pigeon blanc, une mouette, on pourrait dire ça ressemble. Mais en fait, on ne se trompe jamais. Certains ornithologues appellent ça le GIS. Alors, je ne vous fais pas tout l'historique, ça viendrait de GIS en anglais, G-I-2-S, General Impression in Size and Shape, l'impression générale de la taille et de la forme, ça viendrait des militaires anglais, enfin peu importe, et ce serait devenu GIS, J-I-2-Z, donc l'orthographe aurait évolué, et donc ça s'utilise maintenant parmi les ornithologues. Mais peu importe si c'est vrai ou pas, ce qui compte, c'est qu'il y a des choses comme ça qui sont évidentes, intuitives, pour lesquelles on n'a pas nécessairement des critères d'identification. En exemple, c'est les canards de surface. C'est pas toujours évident de donner tous les détails qui permettent de distinguer un canard de surface d'un canard plongeur, et pour l'instant, on va le faire sans critères. La preuve, c'est que l'oiseau neuf ici, le canard chipot, eh bien, à peu près tout le monde l'a trouvé. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un canard de surface avec le miroir blanc. Alors c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on ne va pas formaliser, pour l'instant, l'identification des canards de surface par rapport aux autres canards, on verra si c'est nécessaire ou pas. On va plutôt expliquer à quoi sert le miroir. On pourrait dire en rigolant que le miroir est un critère que les canards montrent ou pas, puisqu'ils peuvent le cacher, pour qu'on puisse les identifier. Évidemment, il y a peu de chances que les canards aient un critère de plumage pour nous les ornithologues. En fait, ils ont effectivement cette tache de couleur pour être identifiés, mais non pas par les humains, mais par leurs semblables. Ce n'est pas la meilleure méthode, puisqu'il y a beaucoup d'hybrides chez les canards, donc ce n'est pas très efficace, mais c'est nécessaire quand même, parce que les femelles de canards se ressemblent toutes. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on a parfois du mal de les identifier, quand on ne voit pas le miroir en tout cas. Eh bien, c'est pareil, les canards auraient du mal aussi à s'identifier. Mais pourquoi ça? Pourquoi pas chez les autres oiseaux? Eh bien, parce que, même si le comportement évolue dans les zones urbaines, les populations férales, j'ai déjà parlé de la notion de férale, c'est-à-dire les populations d'origine d'élevage ou domestique qui se sont réimplantées dans la nature, peuvent avoir un comportement différent. On voit par exemple beaucoup plus de mâles, de canards, qui s'occupent des poussins sur les parcs urbains que dans les zones naturelles. Alors pourquoi? Eh bien parce que dans les parcs urbains, il y a moins de prédateurs. Et donc, le fait d'être voyant ne provoque pas nécessairement la mort. Alors que les canards, s'ils sont très colorés chez les mâles, sont très discrets chez les femelles. Et donc, normalement, une fois que la femelle pond, le mâle s'en va. La femelle est discrète, elle couve sans être vue, tout va bien, sauf que les petits canards, les poussins, quand ils deviennent plus grands, ils n'ont jamais vu leur père. Alors à la limite pour les mâles, c'est pas grave, parce qu'ils vont retrouver les femelles en reconnaissant le plumage de leur mère. Mais les petites femelles de canards, quand elles deviennent adultes, elles n'ont jamais vu leur père, elles ne savent pas à quoi ressemblent les mâles pour lesquels elles doivent montrer un intérêt. Heureusement, il y a le miroir. Le miroir est un critère partagé, que ce soit chez les mâles ou les femelles, en quasiment tout plumage, évidemment. Quand les rémiges tombent, puisque c'est sur les rémiges, pour la mue, lorsque l'oiseau est en éclipse, je ne vais pas rentrer ici dans les détails de la mue très rapide des canards, qui font que pendant une période, ils sont tout abîmés, ils peuvent même plus voler dans certains cas, parce qu'ils perdent toutes leurs rémiges à la fois. Bon, là, évidemment, le miroir n'a aucun intérêt. Mais le reste de l'année, c'est-à-dire 9-10 mois environ, eh bien, il montre cette tache de couleur, qui peut être cachée. Il suffit de fermer l'aile, ou être vu, il suffit de l'ouvrir. Et donc, quand le mâle du canard cherche à s'accoupler, il cherche une femelle, eh bien, il va montrer son aile. Pour que ce ne soit pas trop voyant qu'il cherche une femelle, eh bien, il fait sa toilette, même s'il n'en a pas besoin. Donc, il va lisser ses plumes, l'aile entrouverte, pour montrer son miroir, mais tout en étant discret, puisque ça donne juste l'impression qu'il nettoie ses plumes. Ceci dit, il va se mettre à nettoyer ses plumes, spécialement quand il y a des femelles dans le coin. Et alors, si la femelle est intéressée, elle peut se rapprocher, et alors, éventuellement, ça peut déboucher sur une parade nuptiale. Donc voilà, le rôle du miroir est bien précis, bien intéressant, et il nous permet aussi d'identifier les femelles de canards plus facilement. Et donc forcément, chaque canard susceptible d'être confondu, parmi les canards de surface, ont des miroirs de couleurs différentes. Le canard colvert a le miroir bleu, la sarcelle d'hiver a le miroir vert, le canard chipot a le miroir blanc, etc.
C'est pas très difficile à trouver, surtout quand on a des belles fiches sur l'oiseau. Et je vous rappelle que les fiches sont en train d'être complétées, grâce à vous, depuis l'événement des 5000 membres. Ça marche très bien. On a déjà complété l'aider à duvet. En fait, on a créé la page parce qu'elle était sans photo, donc on peut dire qu'on l'a créée. Et on a fait 2 pages que je n'avais pas prévu de faire aussi vite, sur des oiseaux introduits en Europe, le cygne noir et le canard mandarin, qui sont tous les deux superbement illustrés par différents membres de notre groupe inconditionnel. Et, je l'espère, nous allons continuer, notamment avec les canards de surface. Mais pas seulement les canards de surface. Nous allons aussi compléter la fiche des cygnes. Cygnes chanteurs et cygne siffleur, que vous appelez probablement le cygne de Bewick. Alors c'est pas faux de l'appeler cygne de Bewick, mais le nom cygne de Bewick ne convient qu'à la sous-espèce qui niche en Sibérie et qui vient hiverner en Europe. Alors que cygne siffleur, c'est le nom de toute l'espèce, y compris la sous-espèce nominale qui vit en Amérique du Nord. Pourquoi on ne fait pas 2 espèces différentes? Eh bien parce qu'en fait, génétiquement, ça ne tient pas la route. Ils sont vraiment très très proches. Ils s'hybrident très facilement, il y a des oiseaux intermédiaires. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui auraient envie de faire 2 espèces? Eh bien tout simplement parce que l'un a le bec bicolore jaune et noir, et l'autre a le bec tout noir en Amérique du Nord. Et donc le bec bicolore jaune et noir peut provoquer une confusion entre le cygne de Bewick et le cygne chanteur qui a aussi le bec bicolore jaune et noir à l'âge adulte. Mais voilà, le pattern c'est, si vous voulez, le patron de couleur. Mais la couleur n'a pas d'importance. C'est, disons, clair foncé. Eh bien, le pattern du bec, donc la forme du clair, l'étendue du clair par rapport au foncé, est assez différente chez le cygne de Bewick par rapport au cygne chanteur, que l'oiseau soit jeune ou adulte d'ailleurs. Et pour l'occasion, une page comparative vient d'être publiée hier, dans le but de vous aider à identifier les signes. Donc, l'exercice portera sur les signes, les canards de surface, mais évidemment, rien ne m'empêche de mettre des oiseaux qui ont été vus dans les leçons précédentes, comme à chaque fois. Si vous avez le moindre doute sur la couleur du miroir d'un canard, je ne les ai pas tous cités, eh bien, vous pouvez évidemment profiter de l'événement. Vous pouvez cliquer sur l'événement 5000 membres, et vous allez voir plein de canards apparaître, puisqu'on a partagé pendant une semaine que des canards, enfin des anatidés, vous allez voir des cygnes, vous allez voir des oies, vous allez voir des canards, et vous pouvez comme ça vous rafraîchir la mémoire. Vous pouvez également aller voir les fiches, comme je viens de le montrer pour la panure à moustache, mais vous allez constater que certaines fiches, comme la sarcelle d'hiver et la sarcelle d'été, bien les fiches sont vides. J'ai pourtant des photos, mais comme je ne les avais pas assez, que je n'allais pas pouvoir faire des fiches complètes en 2018, je ne faisais que des fiches complètes, eh bien j'ai remis à plus tard, et puis plus tard, voilà, ça a duré plus de 5 ans. Et maintenant, on va compléter tout ça avec vos photos. Mais rassurez-vous, les photos existent dans le groupe déjà. Il y a par contre des fiches qui sont déjà relativement bien illustrées, canard chipot, canard pilé, canard col vert, sarcelle à aile bleue, elle ne fait pas partie de l'exercice, mais c'est une des fiches les plus modernes parmi mes canards. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire ces exercices. J'espère que vous vous amuserez bien en cherchant dans les fiches, dans les photos du groupe, éventuellement sur d'autres sources sur Internet, puisque, évidemment, faire ses propres recherches à sa manière, c'est toujours constructif. J'espère que vous aurez une bonne journée à atteindre. Je serai un petit peu moins en ligne puisque je dois changer de pays, et donc il y aura du temps perdu. Vous le savez comment ça se passe dans les transports, pour lequel je ne serai pas connecté. À très bientôt en ligne.